Alors, bonjour, merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui pour ce webinaire organisé par la Communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, COMRAD, en collaboration avec notre partenaire de terrain, la Ligue des droits et libertés. Alors, cette année, la Ligue, elle est largement célébrée puisqu'elle fête ses 60 ans d'existence. Nous avons vraiment le privilège aujourd'hui de recevoir deux militantes de longue date de la Ligue des droits et libertés, la professeure Lucie Lamarche et Madame Nicole Filion, toutes deux militantes et très engagées auprès de la Ligue des droits et libertés. Donc, Nicole a été militante porte-parole de la Ligue pendant de nombreuses années. Elle a été présidente et coordonnatrice de l'organisme. Elle s'est impliquée, Nicole Filion, dans plusieurs dossiers importants de la Ligue, dont la dénonciation de la dérive sécuritaire par suite des événements du 11 septembre, les démarches pour obtenir une loi contre les poursuites bâillons, les luttes pour la défense du droit de manifester, contre le profilage politique et l'impunité policière, les collaborations avec de nombreux organismes de défense des droits économiques et sociaux, des interventions devant les instances des Nations unies, etc., etc. Et nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur de la recevoir avec nous pour qu'elle puisse nous entretenir de ses réflexions dans le cadre de son implication dans le comité sur le droit à la santé de la Ligue. La professeure Lucie Lamarche, elle est donc professeure de droit dans le département des sciences juridiques à l'UQAM. Elle enseigne le droit international des droits économiques et sociaux. Elle enseigne également le droit international des femmes, le droit social et du travail, ainsi que le droit de la sécurité sociale. Lucie Lamarche est donc militante, comme je le disais tout à l'heure, à la Ligue depuis de nombreuses années. Elle est membre du conseil d'administration de la Ligue depuis 2015. Alors, sans plus tarder, bien sûr, je vais leur laisser la parole à nos deux intervenantes d'aujourd'hui. Elles vont nous entretenir d'un sujet on ne peut plus chaud dans l'actualité parmi les sujets d'actualité qui nous préoccupent aujourd'hui. Elles vont nous entretenir de la question du droit à la santé. L'intitulé de leur communication, le droit à la santé nous échappe, sans dit long. Alors, je leur laisse dès maintenant la parole et je souhaite attirer votre attention sur le fait que nos intervenantes disposent d'une heure environ pour présenter leurs réflexions et par la suite, nous aurons du temps pour prendre vos questions. Vous pourrez les inscrire dans le fil de discussion et Valérie Kelly, qui est présente parmi nous, qui est la coordonnatrice de notre communauté de recherche, pourra lire les questions qui seront déposées dans le fil de discussion. Alors, merci beaucoup. Merci, Lucie. Merci, Nicole, pour votre présence. Merci également à Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Merci, Laurence, pour ta présence. C'est très apprécié. Alors, je vous laisse la parole. Alors, je vais prendre la parole en premier. En fait, je vais vous faire une introduction un peu à notre webinaire, puis aussi une mise en contexte. Puis, je vous expliquerai un peu le déroulement qu'on a prévu avoir. Alors, comme Christine le mentionnait tantôt, effectivement, la Ligue fête ses 60 ans cette année et c'est difficile de ne pas parler de la Ligue quand on veut introduire un webinaire qui est présenté par la Ligue. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas la Ligue, elle a pour mission la défense de tous les droits humains et elle intervient dans différents dossiers qui touchent à la fois les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Et elle mène tous ces dossiers-là dans une perspective d'interdépendance des droits. Et si on effectuait un survol de l'histoire de la Ligue, on verrait jusqu'à quel point son histoire est intimement liée à l'histoire politique et sociale du Québec, à l'évolution du droit international, ainsi qu'aux luttes qui sont menées à tous les jours, quotidiennement, par les mouvements sociaux d'ici et d'ailleurs. Sur le plan des droits économiques et sociaux, elle a pris part à différentes luttes qui visaient la reconnaissance de ces droits en rappelant au gouvernement les engagements qui découlaient de leurs engagements, de leur adhésion à des instruments internationaux, dont évidemment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle a
elle peut dire aussi qu'elle a contribué à faire en sorte que les organisations de défense des droits formulent maintenant plus souvent, en termes de violation de droits humains, les situations d'injustice qu'elles s'emploient à dénoncer ainsi que les revendications qu'elles portent. On peut penser ici notamment au droit au logement et aussi au droit à la protection sociale. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler dans l'espace public puisqu'on annonce une réforme de l'aide sociale. Elle a aussi initié et réalisé avec ses organisations divers rapports qui faisaient état de la situation des droits humains au Québec, dont le droit à la santé. La plupart de ces rapports ont été présentés à l'ONU. Et c'est par contre plus récemment, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, qu'elle a entrepris d'analyser sous l'angle du droit à la santé l'état de notre système de santé et de services sociaux, parce qu'on a constaté, comme beaucoup d'autres, combien cette pandémie a mis en lumière l'ampleur de ses lacunes et des inégalités sociales en santé. On a donc publié un dossier, vous allez trouver ces documents-là sur le site de la Ligue, le dossier « Le droit à la santé au-delà des soins » qui est paru dans la revue Droits et libertés en décembre 2020. Puis, en 2021, une brochure qui s'intitulait « Pour une reprise en main collective de notre régime de santé » et c'est ce titre-là illustre bien ce qui anime la Ligue dans sa démarche. Le Comité sur le droit à la santé de la Ligue a ensuite poursuivi ses travaux en consultant des intervenants et intervenantes de différents milieux, que ce soit la santé publique, des intervenants en médecine, en droit, en recherche juridique, en milieu syndical et communautaire, pour approfondir notre compréhension de certains enjeux à la lumière du droit à la santé. On s'inspirait évidemment de la définition qu'en donne le comité de l'ONU, le Comité sur les droits économiques et sociaux de l'ONU. Bon, c'est en janvier 2022 que finalement le gouvernement a annoncé les grandes lignes d'un plan qui visait la refondation, vous vous rappelez le titre, la refondation du système de santé. Et ce plan a été plus formellement lancé en fait le 29 mars suivant. La Ligue a d'emblée questionné cette proposition en réclamant que le droit de toute personne à la santé qui est reconnu sur le plan international et en partie d'ailleurs dans l'actuelle loi sur la loi sur les services de santé et les services sociaux, que le droit à la santé donc serve de guide à cette démarche de refondation. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique entre autres que cette démarche du gouvernement ne peut pas être axée uniquement sur le curatif, mais vise plutôt à assurer, en plus de l'accès à des soins de santé, l'accès à différents services sociaux. Et ce sont précisément ces services qui font si cruellement défaut, alors qu'ils ont une incidence certaine sur l'état de bien-être physique, mental et social, qui se trouve en fait être l'objectif central du droit à la santé au sens où l'entend le Comité sur les droits économiques et sociaux de l'ONU. Depuis cette annonce, dans le secteur de la santé, on peut parler d'un taux particulièrement élevé d'activité gouvernementale sur le plan des décrets, des projets de loi et des règlements. Certaines de ces mesures projetées ou adoptées visent notamment, je ne les nommerai pas toutes parce qu'on passerait un bon bout de temps là-dessus, mais il y en a qui concernent les renseignements personnels en santé et services sociaux, dont le projet de loi 19 qui a été remplacé récemment par le projet de loi 3. D'autres visent aussi la pratique médicale, dont le projet de loi 11 qui a été adopté, entre autres, en 2022. Il y a eu aussi le décret qui a modifié le 7 décembre dernier le règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie qui concernait la couverture publique aux services de télémédecine. Ce règlement autorise que ces services soient couverts également par des régimes privés d'assurance, même s'ils sont déjà couverts par le régime public. Aussi, il autorise les médecins du régime public à vendre leurs services aux entreprises privées de soins virtuels. Ça constitue véritablement une brèche importante dans les principes qui ont prévalu jusqu'à date depuis la création de notre régime de santé. On en reparlera sûrement plus loin dans nos présentations. Et c'est en janvier 2023 que le ministre de la Santé a annoncé son intention ferme d'aller de l'avant avec sa promesse de créer l'Agence de santé Québec, rappelant que celle-ci serait chargée de coordonner les activités du réseau de la santé sur le terrain.
Cette annonce a été suivie peu de temps après par le dépôt du projet de loi 10, rappelez-vous, qui visait à limiter le recours au service des agences de placement de personnel dans le secteur de la santé et des services sociaux. La Ligue ne s'est évidemment pas opposée à un tel projet de loi. Ensuite, le 6 mars, on annonçait la mise en œuvre des premières étapes qui visaient la création de 2 mini-hôpitaux privés, un à Montréal, un à Québec. Et c'est finalement le 29 mars dernier que le ministre de la Santé a procédé au dépôt du projet de loi 15, qui propose, entre autres choses, une Xème restructuration du réseau de la santé. Bien, chacune de ces interventions, évidemment, a un impact potentiel sur le droit à la santé. Et en procédant ainsi à la pièce, alors qu'on mène une démarche de refondation du réseau, on fait en sorte qu'à la manière d'un puzzle, le plan d'ensemble ne sera compréhensible finalement que lorsque toutes les pièces seront mises en place, et cela, du point de vue du droit à la santé, nous apparaît totalement inacceptable. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit ce webinaire. Nous souhaitons en fait ici vous partager une grille d'analyse qui s'appuie sur les composantes essentielles du droit à la santé. Et on a choisi de vous présenter nos réflexions en regard de 5 thématiques vues sous l'angle de ce guide d'analyse et qui soulèvent divers enjeux ayant trait à la réalisation du droit à la santé. On va donc aborder avec vous le dossier de la technologisation que Lucie va nous présenter. Ensuite, j'aborderai la question du mode de rémunération des médecins. Je suivrai cette présentation-là d'une autre qui est la démocratisation et la participation citoyenne au sein de notre réseau, mais dans le dossier plus global de la santé. Lucie abordera ensuite la question de la privatisation et elle terminera notre présentation avec le rôle des tribunaux. La Ligue ne fait pas toute cette démarche-là seule, avec d'autres organisations et coalitions dont elle fait partie. En fait, on espère par ces réflexions contribuer au débat public qui doit nécessairement avoir lieu en vue de la reprise en main d'un point de vue collectif et participatif de notre réseau de la santé et des services sociaux. Alors, Lucie, à toi. Merci Nicole. Bonjour tout le monde. Alors, 2 petits mots. Premièrement, merci à Christine et Valérie pour avoir rendu ce webinaire possible. Puis, c'est toujours un plaisir de partager la parole avec ma vieille copine Nicole. Donc, les gentillesses ayant été partagées. Le thème de la technologisation, je ne sais pas pourquoi on a choisi un mot aussi compliqué, mais c'est ce qu'on a choisi et voici pourquoi. C'est essentiellement un pan des explorations, discussions de la Ligue qui est attaché au projet de loi 3 que Nicole évoquait tantôt, parce que quand est arrivé ce projet de loi, qui d'ailleurs porte un titre abrégé assez évocateur, c'est le partage des données en santé. Alors, partager, en apparence, c'est noble, mais retenez qu'il est sous la responsabilité du ministre Kerr, ce projet de loi 3, donc qui s'inscrit dans le grand plan de la numérisation de l'État et de la société québécoise. Alors, bon, ça donne une couleur à la discussion. Et je tire 2 objectifs là, du préambule, je ne me souviens plus si c'est le préambule ou la note explicative du projet de loi 3 qui dit à la fois, bien, il faut protéger les données de santé des Québécoises et Québécoises, ou peut-être que je devrais dire des personnes résidant sur le territoire du Québec, mais en même temps, il faut veiller à l'optimisation des utilisations des données de santé en tenant compte des besoins de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agence santé, c'est le nouveau gourou ou le futur gourou administratif de la santé au Québec, et aussi de comprendre la consommation des soins de santé.
Alors, c'est une mise au jeu assez particulière parce que c'est comme si on me disait que je consommais des soins de santé, que j'étais un client et qu'il ne fallait pas faire de moi un client insatisfait et donc que l'optimisation de la gestion numérique des données personnelles de santé m'aiderait à être moins gronchon comme consommatrice de services de santé. Donc, pour accrocher ce préambule au propos de Nicole, on voit déjà combien, non seulement c'est axé sur le curatif, mais aussi combien c'est hospitalo-centrique au Québec de parler de santé. Hein? Ce qui fait que souvent, au fil de nos travaux, on s'est rappelé la différence essentielle entre des soins de santé ou le droit de la santé, puis le droit humain à la santé, qui est tout autre chose, comme Nicole l'évoquait tantôt. Donc, évidemment, les esprits pratiques diront que l'ère du dossier médical papier est révolue. OK, soit, on n'est pas des dinosaures, mais ce qui est important, c'est l'esprit dans lequel on va colliger, centraliser, j'insiste sur le verbe centraliser, et partager des données de santé. Et c'est là que la tension s'installe entre le respect des droits, je vais en énumérer quelques-uns, et les différentes intersections technologiques. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser du point de vue des droits humains? Notamment, qu'est-ce qu'on fait avec le droit à la vie privée, à la dignité, à l'égalité et évidemment la protection du secret professionnel. Parce qu'il y a plusieurs acteurs dans cette loi. Évidemment, il y a les technologues, probablement une firme qui sera sous-traitée par l'État, c'est un autre monde obscur, pour développer la plateforme de numérisation, technologisation des données de santé. Mais l'effet inhibiteur peut être quand même important, notamment si je fais des confidences à un professionnel de la santé et c'est vraiment pas clair, qui va avoir accès dans le système de santé aux informations colligées par cette plateforme, c'est l'évidence. On a beaucoup parlé aussi des frustrations des milieux de recherche envers les données de santé. La loi, à cet égard, offre un certain nombre de garanties, mais le principal problème, c'est que le client ou le consommateur de soins de santé que je suis ou que je vais devenir sous peu comprend plus très bien qui va avoir accès à ma vie privée. On peut être encore plus curieux et se dire, imaginez en matière d'accident de travail, qu'est-ce qui arrive avec les employeurs? Ils n'ont accès à rien, ils ont accès à une tranche de mes données, ils ont accès à une tranche de mes données s'il y a un litige entre la CNESST et l'Agence santé dans l'échange des données relatives à la cofacturation ou à l'échange de facturation. Et on n'a pas parlé des assureurs qui sont déjà des grands opérateurs d'empilade de données personnelles dans le contexte, par exemple, d'assurance privée ou d'assurance collective. Alors, tu sais, premier cas de figure plus évident pour lequel cette loi, on ne peut pas dire, offre un surcroît de garantie. Il y a d'autres enjeux aussi qui sont rampants, tels l'intelligence artificielle. On sait très bien, même les moins informés qu'entre nous, que l'intelligence artificielle consomme et organise des montagnes de données qu'on appelle les métadonnées. Alors, quel est le lien? Quelles sont les garanties entre l'intelligence artificielle, qui est quand même un opérateur important maintenant des systèmes de santé modernes, et cette cueillette de données. Et finalement, comme le disait Nicole, qui contrôle la télémédecine et comment seront contrôlés et colligés les droits humains dans l'univers de cette nouvelle plateforme numérique. Donc, finalement, on a un peu l'impression que la loi concernant le partage des données personnelles en matière de santé fait du titulaire de droit le dernier acteur
du film, hein, celui qui arrive pour le punch final et qui réalise qu'il a manqué le dîner. Bon, parce que la vitesse à laquelle circuleront ces données et l'incroyable défi que représente le contrôle des accès. À vrai dire, la loi ne donne aucune garantie à l'intérieur des établissements de santé quant au niveau et au contrôle des accès. Ça n'a pas l'air de déranger beaucoup le gouvernement actuel, ce qui est peut-être un peu plus je dirais, politique ou philosophique comme considération, c'est que partout, cette loi utilise un petit bout de phrase un peu assassin qui dit « Oui, 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 les données de santé, c'est personnel et protégé », sauf quand le ministre jugera qu'il doit ouvrir le robinet, quoi. Hein? Bon, s'agit-il de répondre aux demandes des chercheurs, ce qui en soi n'est peut-être pas une mauvaise affaire, mais aussi de faire circuler l'information à l'intérieur du système. On évoque même l'éventualité de dénonciation de situations d'urgence ou de violence. Alors, il y a une infinie concentration des pouvoirs de protéger ou non les données personnelles dans les mains, on a beau dire le ministre, là, mais à vrai dire, c'est des concepteurs et des opérateurs de cette plateforme de données numériques de santé. Et on le sait, ça pose d'immenses problèmes quand on analyse la chose sous l'angle du droit à l'égalité. Qu'est-ce que la COVID a révélé? L'infini potentiel discriminatoire de décisions prises au su et au but de données plutôt que de réalités discriminatoires. Hein, c'est l'affaire de l'intersection douloureuse entre l'offre de santé publique et les codes postaux, par exemple. À Montréal, on a beaucoup vécu ça, mais aussi le risque que soit induit ou déduit de l'intelligence artificielle à partir de critères qui, a priori, n'ont pas été analysés au sein des intersections discriminatoires. Et on sait que la littérature est abonde actuellement pour dénoncer abstraitement, dirais-je, les risques des discriminations multiples en matière d'intelligence artificielle. Aux États-Unis, il commence à y avoir une littérature aussi qui est axée sur qui a accès à la télémédecine et quelles sont les conséquences. Les variables culturelles et socio-économiques ne donnent pas toujours les mêmes résultats en matière de télémédecine. Alors, imaginez que non seulement les résultats ne soient pas à l'épreuve des discriminations, mais qu'ensuite, ils génèrent de la métadonnée pour créer des solutions d'intelligence artificielle. J'arrête parce que je commence à avoir un petit ton apocalyptique, mais tout ceci est réel et documenté et sincèrement, ça n'a pas l'air d'être la préoccupation du gouvernement actuellement. Or, on peut faire l'analogie avec ce qu'on entendait ce matin dans la bouche du ministre Drainville en matière d'éducation. Si je n'ai pas de données, je ne peux pas réfléchir. Hein, je peux pas améliorer l'éducation si je n'ai pas de données. Alors, au diable les professeurs, moi, je veux des données, ça s'appelle l'excellence. Alors, cette perception de la gouvernance d'un droit, tel le droit à la santé, à partir d'a priori profondément néolibéraux, jette complètement dans l'ombre toute compréhension du droit à la santé et met totalement l'emphase sur un service. Hein, ce n'est pas un droit, les soins de santé, ou ce n'est pas la composante du droit à la santé. C'est un service, exactement comme acheter un véhicule électrique ou faire réparer, si on va prendre l'exemple de la pompe, vu qu'on nage dans les inondations, c'est pareil. Hein? Alors, j'ai juste à être un client satisfait. Mais du point de vue des droits humains, la Ligue estime que le potentiel d'être un client floué dans ses droits est assez important. Et j'arrête en vous posant une question, où est l'espace de discussion démocratique à cet égard? Et la réponse, c'est il est nulle part. Et je pense qu'il faut que je repasse la parole à Nicole.
Oui, ça nous arrive d'oublier le micro. Alors, suite à cet exposé de Lucie sur la technologisation, moi, je veux aborder la question de la rémunération des médecins. La rémunération des médecins parce que non seulement la rémunération, le niveau de rémunération, mais aussi le mode de rémunération des médecins, surtout considérant la part colossale qu'occupe la rémunération des médecins dans le budget de la santé. Dans les consultations qu'on a menées, on en a parlé un petit peu tantôt, là, auprès d'une douzaine d'experts et expertes, la question de la rémunération des médecins et plus particulièrement, comme je le disais, le mode de rémunération a été identifié clairement comme un obstacle à la réalisation du droit à la santé. Mais avant d'examiner les enjeux sous cet angle, il faut se rappeler que ce n'est pas d'hier que ce corps professionnel défend bec et ongle son statut d'autonomie face à l'État. Rappelons que les règles qui encadrent la rémunération des médecins au Québec datent des années 60, c'est-à-dire au moment où on a instauré notre régime public de santé. Selon M. Bernatchez, qui est prof à l'Université du Québec à Trois-Rivières en relations industrielles, l'introduction de l'assurance hospitalisation et l'annonce de l'assurance maladie ont fait craindre chez la vaste majorité des médecins l'étatisation de leur profession. C'est sûr qu'il y a une petite minorité qui a accepté de devenir salarié, à proprement parler, salarié de l'État en étant médecin rattaché à des CLSC, mais le plus grand nombre s'est prévalu de la loi sur les syndicats professionnels du Québec et ils ont créé, d'une part, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et la Fédération des médecins spécialistes. Alors, c'est dans ce contexte, selon le professeur Bernatchez et beaucoup d'autres, je crois, que la rémunération des médecins québécois caractérisée à l'acte fut négociée. Une autre donnée importante à considérer concerne aussi le caractère imprévisible de la rémunération à l'acte, qui est lié en fait à la complexité de son mode de détermination. Il y a un journaliste de la presse, Francis Vaille, qui s'est interrogé, par exemple, sur le coût d'un accouchement. Cela semble être une question simple, mais les multiples réponses qu'il a trouvées montrent tout à fait le contraire. Ça va dépendre de l'heure de l'accouchement, du jour, du nombre et du type de médecin impliqué, du type d'accouchement, de sa durée et du lieu où il est pratiqué. Et j'en passe, là, je n'ai pas énuméré toutes les considérables. Bref, le mode de rémunération à l'acte rend excessivement difficile sa prédiction et donc la planification des coûts de cette portion pourtant tellement importante de ce qu'on peut appeler la main-d'œuvre. Je ne suis pas certaine que les médecins aimeraient ça se faire appeler comme ça, mais de la main-d'œuvre en santé. Et c'est ainsi qu'est survenue aussi l'explosion des coûts. De 2006 à 2021, l'enveloppe budgétaire consacrée à la rémunération des médecins a augmenté de 160 %. Il est passé de 3 milliards à près de 8 milliards de dollars. Elle accapare en fait près de 20 % du budget annuel de 40 milliards qui est accordé à la santé. À titre comparatif, pendant que les médecins ont bénéficié d'une augmentation annuelle de 10 % de leur rémunération, les autres intervenants et intervenantes se sont accommodés d'un maigre 2 à 3 %. Mais bon, tout ça, ça veut dire quoi là, du point de vue du droit à la santé? Bon, selon le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, que j'appellerai maintenant le Comité du PIDESC, pour aller plus rapidement, le droit à la santé, on l'a répété, on va le répéter, ça ne se limite pas aux seuls soins de santé, ce n'est pas limité aux soins curatifs. C'est pourquoi la Ligue, puis Lucie en a parlé tantôt, insiste vraiment sur la distinction qu'il faut faire entre le droit à la santé dont on doit avoir une compréhension beaucoup plus globale, et le droit de la santé qui concerne plus spécifiquement, par exemple, le droit des usagers et usagères à des services de santé, tel que c'est énoncé en fait dans la loi, et qui concerne aussi les régimes de protection, les requêtes pour soins, les plaintes, etc. Alors, selon le comité de l'ONU, le droit à la santé englobe une grande diversité de facteurs socio-économiques de nature à promouvoir des conditions dans lesquelles les êtres humains vont pouvoir mener une vie saine.
Le droit à la santé s'étend donc à ce qu'on appelle les facteurs fondamentaux qui sont déterminants de la santé, tels que l'alimentation, la nutrition, le logement, l'accès à l'eau salubre et potable, à un système adéquat d'assainissement des eaux, le droit à des conditions de travail qui sont sûres et le droit à un environnement sain. Partant de cette définition du droit à la santé, il apparaît fort questionnable que 20 du budget annuel alloué à la santé soit consacré au seul poste budgétaire de la rémunération des médecins. Ça a pour effet d'hypothéquer les autres dépenses, évidemment, dans le domaine de la santé, notamment les dépenses en matière de services sociaux. Et ce sont précisément ces dépenses qui sont identifiées à la prévention qui réfèrent en fait plus particulièrement à la définition du droit à la santé que nous donne le comité de l'ONU. Les services sociaux, j'apprends rien à personne, demeurent comme toujours le parent pauvre de notre système de santé et fait à souligner le plan de refondation qui avait été présenté en mars 2022 et tout autant d'ailleurs que le projet de loi 15 se montre assez discret sur les mesures qui visent à renforcer ce champ d'action du ministère. La question de l'accessibilité aux ressources en santé se trouve aussi évidemment au cœur du droit à la santé tel que défini par le Comité des Nations Unies. Et encore une fois, la rémunération des médecins, du moins dans son mode actuel de détermination, est problématique. Le Comité de l'ONU précise en effet qu'une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n'est pas toujours manifeste. Ainsi, si on peut, par exemple, on pourrait regarder les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée, selon le Comité de l'ONU, donc de manière disproportionnée des services de santé curatifs coûteux plutôt que des soins de santé primaires et une action de prévention sanitaire susceptible de bénéficier à une proportion qui serait plus forte de la population. Enfin, il y aurait un débat à avoir sur justement où est-ce qu'on met les ressources en santé. C'est le propos du comité. Mais si au moins on constatait que l'accroissement de la rémunération des médecins avait comme conséquence un accroissement des actes médicaux posés, il faudrait peut-être qu'on mitige notre critique. Mais il n'en est rien. Il y a une étude qui a été faite par Damien Contandriopoulos qui démontre qu'en 2006 et 2015, le nombre de services médicaux au Québec est demeuré stable, alors que, comme on l'a vu tantôt, la rémunération des médecins a considérablement augmenté. Profitant d'une hausse marquée de leur rémunération à l'acte, il semble bien, selon cette étude, que bien des médecins aient choisi de réduire leur charge de travail sans subir pour autant une baisse de revenus. Alors que les besoins médicaux sont en croissance, si on considère le vieillissement de la population et même de plus en plus l'appauvrissement de la population, bien, la stagnation de nombre d'actes médicaux semble bien restreindre l'accessibilité à des services. Un autre enjeu à soulever concerne l'accessibilité des services de première ligne. Parce que plusieurs ont fait valoir depuis justement la pandémie, on en a entendu davantage parler, ont fait valoir la nécessité de favoriser en fait la collaboration interprofessionnelle pour assurer cette accessibilité à la première ligne. Mais ça implique, entre autres, de changer l'idée voulant que les médecins soient les seuls responsables des questions de santé. Il semble cependant que le mode de rémunération des médecins agisse comme un frein à cette collaboration interprofessionnelle. Et c'est le chercheur Bernatchez qui le souligne. La loi médicale confère en fait aux médecins une autorité professionnelle pour encadrer les pratiques des autres professionnels de la santé. Pensez aux infirmières ou aux travailleurs sociaux qui se retrouvent maintenant dans les GMF. Or, la rémunération à l'acte serait un frein à la subsidiarité dans la mesure où chaque acte délégué représente potentiellement en fait un manque à gagner pour le médecin. Enfin, un autre enjeu qu'on souhaiterait aborder ici concerne le fait que de plus en plus la pratique médicale s'inscrit dans un cadre entrepreneurial.
À la suite d'un compromis qui a été négocié au moment de l'avènement du réseau public en santé, l'État a permis aux médecins d'exercer de manière totalement autonome au sein d'institutions publiques. Et ce, malgré le fait aussi qu'ils ont une rémunération qui vient de la Régie de l'assurance maladie. Donc, ils sont dans un établissement public, mais ils reçoivent leurs revenus du public. Et ils demeurent autonomes dans leur pratique. De plus, depuis une vingtaine d'années, ils peuvent s'incorporer individuellement, ce qui leur accorde en fait des avantages sociaux qui ont été jusqu'alors réservés aux professionnels qui œuvraient dans le secteur privé. On leur permet donc de diminuer considérablement l'impôt sur le revenu qu'ils pourraient assumer. Dans cette perspective, l'entrepreneur médecin n'est pas nécessairement incité à se considérer comme une partie prenante de la réalisation du droit à la santé au sens plus global où on l'entend. La distinction entre médecin entrepreneur et médecin soignant nous amène à une dernière considération qui est troublante en fait. Le fait que les médecins soient rémunérés à l'acte et non pas au salaire, par exemple, ne pourrait-il pas avoir un impact sur les choix thérapeutiques qui sont posés? C'est Régent Hébert qui pose la question, qui a été ministre de la Santé et des Services sociaux, pose la question lorsqu'il explique que la multiplication des codes d'actes a engendré une complexité inouïe, de sorte que les médecins font maintenant appel à des firmes spécialisées chargé d'identifier parmi les milliers de pages de codification l'acte qui sera le plus pertinent ou peut-être le mieux financier. Il faut, selon Régent Hébert, puis on en est, lui remettre en question la priorité qui est accordée actuellement à la rémunération des médecins dans notre système de santé, tout autant que leur mode de rémunération. Il y a diverses propositions qui ont été formulées, comme la capitation pour les médecins en première ligne, puis même le salariat pour les médecins spécialistes qui œuvrent dans des établissements publics. En guise de conclusion, on l'a vu dans la définition qu'en donne le comité de l'ONU, le droit à la santé a une portée beaucoup plus large que sa seule dimension curative. Il est donc étonnant que le mode de rémunération des médecins, qui représente une part colossale, comme je le disais tantôt, de la santé, ne soit pas davantage pris en considération dans le plan de refondation du ministre Dubé. La seule mesure qui était annoncée en mars dernier concerne la révision de la rémunération des médecins de famille et gardait le silence sur celle des médecins spécialistes. Alors, dans un tel contexte, il est à craindre qu'encore une fois, le débat nécessaire sur cette question soit escamoté ou qu'on l'aborde derrière des portes closes. Parce que l'opacité de la mise en œuvre de ce mode de rémunération, et même la compréhension que le simple citoyen, citoyenne peuvent avoir de ça, c'est impossible de pouvoir passer au travers de ce mode de rémunération-là. Alors voilà, pour ce qui est de la rémunération des médecins. Si vous n'êtes pas trop tanné de m'entendre, je vais maintenant aborder la question, une question fort importante, c'est la question de la démocratie et de la participation de la population en regard du droit à la santé. Dans une analyse qui visait à comparer les GMF et les CLSC, Anne Plourde, qui est chercheur à l'IRIS, concluait en fait à la quasi-disparition du pouvoir citoyen au sein de notre réseau de services de santé et de services sociaux. En fait, on est parti d'une gestion publique au tout début là, de l'existence des CLSC à une gestion privée qui est aux mains des médecins de GMF et évidemment sur laquelle la population n'a absolument aucune prise. Sans compter la disparition presque complète de l'exercice d'une certaine forme de démocratie au sein des établissements actuels du réseau. Alors, dans cette présentation, je vais vous faire un retour sur l'approche communautaire qui existait, qui était au cœur de la mission des CLSC. On verra ensuite jusqu'à quel point la population est exclue des espaces décisionnels dans l'actuel réseau de la santé et des services sociaux.
Et nous ferons un bref survol des principaux éléments qui sont mis de l'avant par le comité de l'ONU, le comité d'Est de l'ONU, pour garantir la participation de la population aux prises de décision et qui explique aussi comment c'est donc intelligent d'associer la population aux prises de décision. Donc, au moment de leur création en 1971, il était prévu que les CLSC assurent les services de première ligne et à la différence du modèle des GMF, leur mission allait bien au-delà du curatif. Afin d'assurer le volet prévention et promotion de la santé, les CLSC s'étaient vus confier un mandat d'intervention communautaire. La population était ainsi impliquée dans l'identification des différentes causes sociales, économiques ou autres qui avaient une incidence sur la santé. Et la population était soutenue aussi dans ses démarches pour agir pour contrer ces obstacles. Ainsi, aussi, les membres des conseils d'administration des CLSC étaient élus par les employés et par la population du territoire desservi. La communauté avait donc la possibilité d'une prise en charge collective de la santé et la possibilité d'intervenir dans l'organisation des services. Je ne suis pas en train de dire que ça s'est passé dans tous les territoires de CLSC, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont vécu des expériences fort intéressantes en cette matière. Bon, évidemment, les CLSC ont été remis en question peu de temps après leur création, tant par le gouvernement que par les structures de représentation des médecins. On en a parlé tantôt, là. Mais les CLSC n'ont peut-être pas été dissous, mais leur mission est considérablement érodée. Et puis, dans les dernières années, rappelez-vous, on a assisté à un transfert de ressources professionnelles, les infirmiers, infirmières, travailleurs et travailleuses sociaux, vers les GMF. Puis un autre fait marquant que Anne-Claude a souligné, c'est si vous allez voir dans l'actuelle loi sur la santé et les services sociaux, le mandat dédié à l'intervention communautaire ne fait plus à proprement parler de la mission du CLSC. Ça a été carrément rayé de la loi. Par ailleurs, il y a eu différentes réformes organisationnelles dans le réseau de la santé. Là, on n'a qu'à penser aux récentes, celles de Couillard et M. Couillard et M. Barrette, ont eu pour effet d'exclure carrément la participation de la population aux prises de décision comme cela existait, même si c'était insatisfaisant, au sein de CA de certains établissements comme les CHSLD, les centres de réadaptation, les centres hospitaliers, les centres jeunesse. En fait, ces CA ont été carrément abolis au terme de ces deux réformes. Quant aux CA des CIS et des CIUS, puisqu'ils sont encore en fonction, ils sont actuellement formés par une vingtaine de membres, mais c'est davantage des professionnels de la santé ou des gens qui sont rattachés à même des entreprises privées qui siègent actuellement sur le CA de ces établissements. Un seul est désigné parmi les membres des comités d'usagers. On est bien loin donc d'une représentation qui serait confiée par la population au CA de ces établissements. On se situe aussi davantage dans une optique de gouvernance par des experts, par opposition à une gouvernance qui devrait être fondée sur la part d'une communauté qui connaît bien sa réalité et est en mesure de cibler les actions qu'il faut prendre pour agir en faveur du droit à la santé. Quant au projet de loi 15, je n'irai pas très loin là-dedans, mais je suis quand même allée voir ce qu'on prévoit au niveau des CA des futurs établissements, qui vont être la nouvelle désignation, le nom à donner aux CIS et aux CIUS. C'est sûr qu'on peut constater qu'il y a plus de place aux usagers. Je crois que c'est 4 ou 5 postes qui sont réservés aux usagers. Cependant, si on lit ce qu'il en est du rôle de ces CA, il ne se résume plus qu'à conseiller le PDG de l'établissement, alors qu'actuellement, les CA ont les pleins pouvoirs d'administration et les PDG exécutent les décisions des CA. Donc, il y a peut-être plus de place, entre guillemets, aux usagers, mais le rôle est rétrogradé en quelque sorte. Mais il n'y a pas que l'absence de participation de la population aux instances qui posent problème du point de vue du droit à la santé.
En effet, de manière générale, la population ne possède pas au sein de notre système de santé, incluant la santé publique, d'une reconnaissance explicite de sa capacité à identifier différentes problématiques ayant une incidence sur la santé. Pas plus d'ailleurs en ce qui concerne l'élaboration de politiques, de programmes ou de plans d'action gouvernementaux de nature à y remédier. Je donnerai quelques exemples. L'élaboration du programme national de la santé publique et la réalisation des rapports sur l'état de la santé de la population, bien, ça se fait sans la participation de la population. Les activités de santé publique au niveau national, régional et local sont établies à partir du programme national de santé publique et c'est le ministre qui élabore ce programme. Sur le plan régional, on aurait pu avoir un certain espoir, mais bien qu'il est prévu que le plan de santé publique doit faire l'objet d'une consultation auprès du forum de la population, on ne peut pas prétendre qu'il s'agit à proprement parler d'un exercice de consultation de la population. En effet, ce forum relève du PDG du CIS ou du CIUS et ses membres, les membres du forum, sont nommés par le CA du CIS ou du CIUS et ces CA sont redevables au ministre. Alors, on voit plutôt du haut vers le bas que plutôt du bas vers le haut. Et si on regarde maintenant le rôle ou les fonctions ou comment on pourrait compter peut-être sur le commissaire à la santé et au bien-être, bien, plusieurs y voient comme la docteure Isabelle Leblanc, qui est ex-présidente de Médecins québécois pour un régime public, une version carrément édulcorée et centralisée du défunt Conseil de la santé et du bien-être. En fait, elle en dit qu'il est un chien de garde édenté. Le mandat du commissaire porte particulièrement sur les soins de santé et la performance du régime, alors que le défunt conseil s'intéressait en plus aux causes des problèmes de santé. Donc, il y a quand même une nuance importante aussi là. Quant au forum de consultation que le commissaire est appelé à mettre en place, bien, son mandat se limite à exposer son point de vue sur des questions que lui sont soumises par le commissaire lors de ses travaux. Donc, on ne peut pas parler d'un mécanisme par lequel la population serait appelée à participer à des prises de décision ou même à des recommandations. C'est donc tant au niveau de l'exercice démocratique au sein du réseau qu'au niveau de la définition de stratégies d'intervention gouvernementale en santé que la participation de la population fait cruellement défaut. Mais qu'est-ce que nous dit le comité de l'ONU sur la participation de la population? Bien, il dit que finalement, la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé, que ce soit au niveau communautaire, national et international, c'est un aspect essentiel du droit à la santé. Il insiste sur l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre au niveau national, une stratégie et un plan d'action en matière de santé ainsi qu'en santé publique. Et ces plans d'action doivent répondre aux préoccupations de l'ensemble de la population. Ils doivent être examinés aussi périodiquement dans le cadre d'un processus à la fois participatif et transparent, ce qu'on n'a pas ici. Rappelons que le droit à la santé implique aussi des installations, des biens et des services disponibles sans discrimination. Et il estime que la participation de la population peut être une garantie de non-discrimination. Il nous rappelle aussi qu'il n'est pas possible de mettre en place de bons services de santé sans que l'État ne s'assure de la participation de la population. Le comité rappelle, comme dans toutes questions qui sont relatives aux droits humains, que l'État a 3 obligations, hein, respecter, protéger et mettre en œuvre. De cette façon, l'État ne doit pas empêcher la participation de la population et il considère qu'il y a nécessairement atteinte à cette obligation lorsqu'on retient ou on déforme délibérément des informations qui sont cruciales quand il s'agit de procéder à la santé. On a juste à penser à la fonderie Horn. Je n'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. Aussi, l'État doit veiller à ce qu'aucun tiers ne limite l'accès à la population à l'information relative à la santé et aux services sociaux. Puis, l'État doit soutenir et faciliter aussi la participation de la population
Il doit fournir des outils nécessaires de développement des connaissances, appuyer la recherche et la diffusion d'informations. Alors, à l'évidence, notre système de santé ainsi que les institutions de santé publique, ne serait-ce qu'en termes de participation de la population aux prises de décision, ne respectent pas les conditions mises de l'avant par le comité. Et cette atteinte n'est pas sans impact sur l'obligation d'assurer les installations, les biens et services sans discrimination. Elle n'est pas non plus sans impact sur la capacité de s'assurer que les politiques, les programmes, les services et tout ça vont tenir compte des enjeux auxquels sont effectivement confrontées la population et diverses communautés de notre société. Voilà. Ce serait maintenant à Lucie. Je crois que c'est la privatisation et le rôle des tribunaux. Merci, Nicole. Alors, comme Nicole, je présume que vous n'êtes pas trop tannée de nous entendre. Ça fait beaucoup, j'en conviens. Donc, le thème de la privatisation, ma foi, c'est un brin technique. Donc, je vous propose une approche hyper synthétisée et je vois qu'il y a beaucoup de participants à ce webinaire, donc je demande aux experts de tout nous pardonner parce qu'en quelques minutes, il faut prendre le risque de la synthèse. Alors, ma proposition va comme suit. D'abord, peut-être ébranler un peu l'expression à la mode au Québec, c'est la colonne du temple. Donc, la colonne du temple qui consiste à dire Québécois, Québécoises, ne vous inquiétez point, vous allez pouvoir continuer à obtenir des soins de santé en présentant ce que les gens de ma génération appellent la carte soleil. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a plus de soleil sur la carte, mais en tout cas, attention les amis, la carte soleil, les services que l'on obtient universellement et gratuitement, c'est 70% des dépenses de santé. Alors déjà là, il y a un 30% qui est historiquement dans l'ombre. Pensez aux services sociaux, les services périphériques au corps, au noyau dur des soins médicaux que sont la physiothérapie et on pourrait là, décliner l'affaire de manière plus fine, par exemple, en matière de santé mentale. Donc, il y a un 30% qui est soit payé de notre poche et souvent par le recours à des assurances collectives. Alors, un autre chiffre important, je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres, il y a à peu près 40% de Québécois, Québécoises qui disposent d'une assurance collective. Alors, il y a toujours bien 60% des Québécois qui n'en ont pas. Bon, alors, il y a un 30% qui déjà, dans le meilleur cas de figure, tombe dans le vide lorsqu'il s'agit de services. Alors, si ce n'est pas public, c'est privé. Donc, il y a déjà 30% des soins de santé et services sociaux au sens large qui relèvent de la responsabilité individuelle et ou privée. Évidemment, le rôle des assureurs est très important de ce point de vue-là. Deuxième élément de synthèse, c'est les fournisseurs. Alors, Nicole a parlé des GMF, de nos entrepreneurs que sont les médecins, toutes catégories confondues au Québec. Et là, ma façon la plus lapidaire d'introduire l'élément de privatisation, c'est évidemment de faire l'analogie avec le système d'éducation. Alors, la Ligue dit, comme en matière d'éducation, le privé siphonne le public. Il coûte plus cher, d'une part, mais aussi, il arrive par des mécanismes opaques à faire financer son existence même de clinique privée. Alors, il y a des ententes c'est ce que Nicole appelait le cartable aux 3 millions de codes d'actes médicaux, mais derrière le cartable, il y a aussi le financement des frais, le béton du GMF est en partie pris en charge par l'État. Et les chiffres les plus éloquents, je pense, à cet égard, sont ceux fournis par les travaux de l'IRIS et d'Anne Plourde, qui arrivent à peu près à, corrige-moi Nicole, je pense que c'est 1,19 plus cher quand c'est, considérant toutes les dépenses, un service offert par le privé plutôt que le public. Et là, le gros porteur, c'est le GMF. De manière périphérique, on pourrait ajouter
au chapitre des fournisseurs dans la synthèse, les cliniques privées qui ont des rapports contractuels avec le ministre, hein, c'est toujours le ministre, et même avec le projet de loi 15, ça va continuer d'être le ministre, les ententes de services avec le privé. Bon, on connaît les cas classiques, des cataractes, des chirurgies du genou, etc. Donc, un acteur très important, le fournisseur privé, qui, lui, nous donne un peu l'illusion que c'est gratuit, quoi, que ce n'est pas privatisé, parce qu'on continue à recevoir le service en offrant la carte d'assurance maladie. Il y a un troisième loup là, qui vient d'entrer dans la bergerie. Nicole faisait référence à ce discret, mais ô combien important règlement qui a été publié dans la Gazette officielle au mois de décembre, mais qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et qui est l'affaire de la télémédecine. Mais la télémédecine, c'est un peu un effet d'optique parce qu'à vrai dire, le règlement dit ce qui n'est pas assuré et la télémédecine. Et donc des services en présentiel et en distanciel, peuvent être offerts de manière concurrente par voie d'assurance collective. Alors, moi, j'ai une assurance collective et dorénavant, on me dit, si ce n'est pas un service assuré, donc dans le 70% qui est couvert par la loi canadienne sur la santé, ou si c'est assuré, mais c'est offert par ailleurs par une assurance collective, il peut y avoir, on tolérera ou on légitimise ce qu'on appelle dans le jargon l'assurance duplicative. Ça veut dire que mon fournisseur, pour ses services non assurés ou assurés, mais offerts par de l'assurance collective et en télémédecine, le fournisseur peut manger à tous les râteliers. Il peut être du public et du privé, ce qui était formellement interdit précédemment. Alors, je rappelle qu'il y a quand même 40% de la population québécoise, tant mieux pour elle, qui est titulaire d'une assurance collective. Alors, c'est comme le millefeuille. Hein. D'abord, on a les services qui ne sont pas couverts par ou assurés ou jugés nécessaires au sens de la loi canadienne sur la santé, puis on a la privatisation des fournisseurs et maintenant on a la concurrence des fournisseurs entre les fournisseurs médecins, du public et du privé, et notamment par voie de télémédecine, mais les assurances collectives, je ne sais pas si vous avez lu votre couverture, pris connaissance de votre couverture récemment, très à la mode, la télémédecine, ça fait partie de la corbeille ou de l'approche cafétéria des assurances collectives. Donc là, on est rentré plein pied dans un cas de figure qu'on a toujours pensé impossible, qui est celui de l'assurance duplicative, c'est-à-dire à l'achat ou lit, le privé qui vient offrir la même chose que le public, mais par voie d'assurance collective ou de télémédecine. Dernier étage du millefeuille, le projet de loi 15 introduit un nouvel animal dans le bestiaire compliqué de la santé et qui s'appelle les centres médicaux, les centres spécialisés médicaux non participatifs. Alors, ce n'est pas très clair ce qu'on va en faire, mais c'est clairement une offre privée qui s'ajoute aux offres privées déjà existantes. Alors, les acteurs, et comme le disait Nicole en introduction, on n'est pas des conspirationnistes, mais on ne sait pas exactement comment tout cela sera consolidé lorsque tous les éléments de la réforme auront été déployés. Mais il faut vraiment être analphabète pour ne pas constater la présence qui s'accroît de manière importante et par des véhicules qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnés ou qu'on jugeait un peu plus anodins avant. Ah, les chanceux qui ont de l'assurance collective. Bien, les chanceux qui ont de l'assurance collective et les chanceux qui facturent les assurances collectives, ce sont les mêmes acteurs que les acteurs, et parce que le système est tellement hospitalo-centrique, que les acteurs qu'on réservait au système public précédemment. Et là, non seulement le coût
est un enjeu, mais dans la perspective du droit humain à la santé, je reviens avec ce souci qui est toujours le souci de la Ligue dans ses travaux, des discriminations multiples. Alors, parenthèse, il y a un excellent ouvrage qui vient d'être publié, très américain, mais très coup de poing, qui s'appelle « Poverty, virgule, in America » par un gars qui s'appelle Matthew Desmond. Et là, écoutez, c'est vraiment une écriture très journalistique, mais il y a moult exemples de ce que signifie l'impact de la discrimination en matière au sens large, protection sociale. Et au Québec, la donnée de base, c'est qu'il y a 60% des Québécois qui n'ont pas d'assurance collective et ce qu'on appelle dans le jargon le payroll de l'aide sociale est en chute libre. Et là, il y a quand même, quand on est bénéficiaire de l'aide de dernier recours, le bénéfice, en guillemets, de la carte, comment on l'appelle, pas la carte médicament, le carnet de recouvrement qui court un minimum de trucs en dentisterie, ophtalmologie, optométrie, etc. Donc, il y a presque, j'exagère, j'allais dire presque plus personne, beaucoup moins de bénéficiaires d'aide sociale, 60% de la population qui n'est pas couverte et donc un effet discriminatoire de cette privatisation galopante qui est assez important. Je termine sur ce point parce que Valérie me dit qu'on triche et qu'on devrait avoir tout consommé, mais je vais garder 5 minutes pour la justiciabilité, si tu me le permets. Pour conclure sur la privatisation, il faut bien comprendre que le droit à la santé, ce n'est pas un plaidoyer contre la privatisation. C'est un plaidoyer contre les effets discriminatoires et d'exclusion de la privatisation. Alors, la Ligue n'invite pas le monde à se prononcer contre la privatisation. La Ligue dit, voici des outils, au-delà de « je suis pas, je suis contre, je suis bien tanné d'attendre et ça va être donc le fun parce que je vais avoir un médecin privé plus rapidement », au-delà de l'opinion émotive, il y a les outils pour analyser les effets de la privatisation. Alors, il y a 2 effets évidents. Le siphonnage des ressources qui joue, c'est comme le nez dans le visage, à l'encontre des objectifs d'accessibilité et de disponibilité, et les effets d'exclusion ou de discrimination, parce que tout le monde n'a pas le fric, les assurances, notamment, maintenant qu'elles viennent d'entrer par la porte d'en arrière, mais néanmoins de plein pied dans l'offre de services de santé au Québec. C'est plus gros qu'il n'y paraît et ce petit règlement hypocrite, je me permets de le qualifier d'hypocrite, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé depuis le mois de décembre. Il faut dire qu'il est arrivé avec le sapin de Noël, toujours la bonne stratégie pour attirer l'attention de personne. Le dernier point, le dernier pilier des travaux de la Ligue en 4 ou 5 minutes. Alors, c'est sûr que les gens qui croient, les militants qui croient aux droits socio-économiques ne nous l'auront pas, tout le monde n'y croit pas, mais les militants qui y croient affirment une affaire évidente, un droit sans recours, c'est un droit bien moche, ou ce n'est pas un droit, d'où le mot un peu élégant, ou le terme un peu trop élégant parfois, de la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire, la justiciabilité du droit à la santé dans le contexte qui est celui sur lequel on soliloque depuis un peu plus qu'1 heure en ayant triché. Donc, ne perdez pas de vue que c'est le droit au meilleur état de santé possible et non pas le droit seulement à des soins médicaux et encore moins à des soins médicaux décidés par des médecins et livrés par des médecins. Alors, on vous rappelle la définition, ce n'est pas ça, le droit à un meilleur état de santé possible. Alors, ça exclut donc, quand on réfléchit au terme de la justiciabilité ou de la nature de droit du droit à la santé, les choses qu'on n'a pas perdues, hein, poursuivre pour une faute professionnelle, poursuivre en responsabilité civile ou encore, la nouvelle mode, la multiplication des comités d'usagers au niveau local, régional,
nationale. Ce n'est pas, pour le moment, de ceci dont on parle lorsqu'on parle de la justiciabilité. Alors, j'ai trouvé une petite définition en une ligne, c'est la mienne, je le confesse, c'est bien, vous pouvez l'acheter à la poubelle, ça va comme suit. La justiciabilité du droit à la santé, c'est la possibilité d'infléchir l'action étatique aux fins du respect au droit à la santé. Le projet de loi 15, c'est l'action étatique. Le projet de loi 3 sur la gestion optimale des données personnelles en santé, c'est l'action étatique. L'éviction des usagers de la réforme, c'est l'action étatique. Des petits règlements hypocrites qui donnent un espace incroyable aux compagnies d'assurance et donc qui changent le paradigme avec zéro discussion en commission parlementaire, c'est l'action étatique. Donc, vraiment, quand on parle de justiciabilité du droit à la santé, on cherche, parce que où ailleurs voulez-vous qu'on cherche, chez les tribunaux, cette possibilité d'infléchir l'action étatique. Pas seulement en dépensant plus, mais aussi en dépensant autrement, voire en interrompant les mouvements à 180 degrés du Titanic lorsqu'on constate qu'il y a eu zéro consultation, zéro participation et qu'on infléchit la trajectoire du système aux fins d'une fraction de ce qui compose le droit humain à la santé. Alors, évidemment, il y a une école dominante qui dit que ce n'est vraiment pas l'affaire des tribunaux de faire ça. Ce qui est étrange, c'est que dans plusieurs pays du monde, cette affirmation-là ne tient pas. Alors, je ne donnerai qu'un exemple. Vous allez me dire, évidemment, je vais brandir l'exemple chouchou, c'est celui de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a toutes sortes de problèmes, mais n'a pas fait faillite parce que sa Cour constitutionnelle a infléchi des politiques publiques en matière d'accessibilité, d'accès à la trithérapie VIH-Sida, et on pourrait multiplier les exemples. Donc, c'est la possibilité, je dirais, à la Habermas, d'agir positivement sur la délibération lorsqu'il s'agit d'infléchir l'action étatique. On est à des années-lumière de ça, et je dirais, de manière peut-être un petit peu prétentieuse, qu'on est même à des années-lumière de se comprendre. D'où l'intérêt du partenariat porté par Christine et Valérie, de se comprendre sur ce qu'on entend par la justiciabilité des droits économiques et sociaux en général, mais du droit à la santé en particulier. Notre charte est muette. Il faut aussi faire le débat de savoir si ça changerait quoi que ce soit, si elle l'était moins. Mon mot de la fin va comme suit. Je trouve qu'il y a quelque chose de franchement paternaliste, et je n'utiliserai pas maternaliste, parce que dans le cas du gouvernement actuel, c'est paternaliste, de traiter les titulaires du droit à la santé comme des clients pas contents. Alors évidemment, aux clients pas contents, on offre un mécanisme quelconque de médiation pas cher et rapide. Voilà. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis que c'est un trompe-l'œil, parce que ça fait l'économie du débat de fond sur le gatekeeper, qui est le chien de garde, qui est ce regard éclairé sur l'opportunité de virage majeur qui s'accumulent, se succèdent, se précipitent, et je reviens au point de départ de Nicole, pour nous mener où? C'est quand on l'aura sous le nez qu'on constatera le prix d'avoir fait l'économie du débat sur le droit de toute personne à la santé. Alors, et oui, nous avons triché de 10 minutes, mais nous sommes deux et nous implorons votre compréhension. Merci beaucoup, Nicole et Lucie. Ce n'est pas du tout un problème que vous ayez triché. Au contraire, on aurait bien envie que ça dure encore. Malheureusement, il nous reste 20 minutes. Donc, l'idée, ce serait de garder un peu de temps justement pour permettre à l'auditoire de contribuer à la réflexion.
On est plutôt nombreux dans cette salle. Donc, je constate dans le fil de questions et réponses qu'on demande à nouveau, Lucie, le pourcentage des Québécois qui ont ou non des assurances collectives. Donc, ça, c'est une première question. Je pense que c'est 40 si j'ai bien compris. Si je peux me permettre, c'est généralement, c'est par déduction. On peut faire des déductions à partir des plateformes, des compagnies d'assurance elles-mêmes, mais je dirais qu'il y a une corrélation statistique entre le taux de syndicalisation et le taux d'accès aux assurances collectives. C'est quelque part entre 36 et 40 C'est Marie-André Gauthier qui a posé cette question. Merci, Lucie. Je vais laisser Valérie poser les questions si ça te convient, Valérie. Oui, sans problème. Également, en fait, Marie-André Gauthier voulait savoir la référence de la statistique. Je ne sais pas si c'est dans le fascicule le droit à la santé. OK. Donc, si jamais c'est possible de le glisser dans le chat, ce serait merveilleux. Puis aussi, juste parce que plusieurs ont demandé des références, mais une autre personne dont le nom n'apparaît pas a demandé la référence de l'ouvrage puis j'ai noté que c'était, je pense, celui sur Poverty in America, dont vous avez fait référence, Lucie, au moment de la présentation. Donc, si c'est possible de glisser les références, c'est peut-être beaucoup de faire de manœuvres en même temps de répondre à des questions, mais ou sinon, par la suite, on pourra les envoyer par courriel puisqu'on a accès à la liste de courriel des participants. Ici, on a un témoignage et une question de Cassandra de AFH. Donc, je le lis. Je ne trouve pas comment... Bon, alors, donc, je suis agente de développement d'Action Femmes et Handicap. Donc, je suis une femme partiellement hémiplégique et maman. Je vous avoue avoir été surprise que le sujet de l'accessibilité aux soins sans que le facteur ou le moteur handicap n'ait été abordé. Donc, et également que les soins dédiés aux femmes n'aient pas été non plus abordés lors de la présentation. On fait référence ici notamment à la gynécologie, à la mammographie, puis tout ce qui est suivi post-accouchement. Donc, la question est la suivante. La loi 15 aborde-t-elle seulement, est-ce qu'elle aborde seulement la question de... Ben, en fait, la question est posée comme ça. La loi 15 aborde-t-elle seulement la question de l'handicap? Non, la loi 15, c'est une loi d'organisation de système. C'est une loi qui, en apparence et à la lettre, ne touche d'aucune façon à ce qu'on appelle le panier de services. D'aucune façon. C'est vraiment l'organisation, selon le ministre, aux fins de rendre notre système plus efficace. Mais les carences antérieures ne sont pas corrigées et ce n'est pas à la lettre la loi 15 qui accroît le rythme de la privatisation. C'est purement une organisation super top-down avec des ondes d'imputabilité qui ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est ça la loi 15. Ça ne touche pas au panier de services. Nicole pourra me corriger. OK, parfait. De Louis Lamontagne, que pensez-vous des comités de vigie? Vous savez, il y a VIGIE. Est-ce que M. Lamontagne pourrait peut-être davantage préciser les comités de vigie? Ensuite, Martine Labo, le problème que nous avons n'est-il pas de nous trouver encore ici dans un régime impérialiste illégitime plutôt que républicain? Même la conception qui nous est enseignée des droits humains est dictée par ce régime. Mais je m'excuse, madame, c'est une question trop métaphysique pour moi, je pense. Alors, je ne vois pas nécessairement le lien entre le républicanisme et les droits humains. Alors, je m'excuse, je n'oserais commenter votre question. Je suis autant embêtée que Lucie, là, malheureusement. OK. Alors, pas de problème, et merci pour la question. Puis, en fait, Monsieur Lamontagne, on vous invite à préciser, là, dans le fond, à quoi vous faites référence par les comités de vigie, puisque monsieur a réécrit un autre commentaire, mais sans préciser. À ce moment-là, on pourra répondre. Ensuite, ça faisait, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions dans le FIT, mais j'imagine, Christine, peut-être
Oui, merci pour les questions. En fait, je trouve ça intéressant que Lucie ait terminé sa conférence, sa présentation avec la question de la justiciabilité du droit à la santé. Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe et puis quand on fait le tour des différents enjeux qui ont été nommés à la fois par Nicole et par Lucie, on a envie de dire, bon, OK, le bateau prend l'eau, il y a une réforme qui est en cours et puis, par ailleurs, on sait que du côté des tribunaux judiciaires, il y a encore une posture assez répandue au sein des tribunaux d'endosser ce que Lucie a dit tout à l'heure, de dire les droits économiques et sociaux, ce n'est pas une affaire qui relève des tribunaux puisqu'il s'agit d'engager des dépenses de l'État. Donc, c'est encore, on appelle ça souvent dans la littérature le cadrage. Hein, on va cadrer les causes. Les quelques affaires qui ont pu être amenées devant les tribunaux, les juges les ont souvent cadrées comme étant des affaires qui nous amenaient sur le terrain des dépenses publiques, plutôt que de les cadrer sous l'angle de infléchir l'action de l'État. J'ai bien apprécié, Lucie, comme tu l'as présenté. Alors, ma question, qui est une question axée sur la réflexion, mais aussi sur l'action. Quelles sont les actions possibles? Il y a la réforme qui est en cours. On discutait en tout début de réunion, en début de rencontre, de la possibilité que différents organismes de la société civile puissent intervenir en commission parlementaire. On constate que c'est une consultation qui est assez ciblée. Donc, est-ce que il faut en appeler à la société civile pour se mobiliser devant les tribunaux judiciaires? Quelles sont les actions pour mobiliser le droit à la santé dans le contexte actuel? L'action judiciaire, je peux pas, j'oserais pas m'avancer là, dans cette perspective-là pour le moment. Est-ce que ça viendra peut-être? Mais il existe quand même des coalitions qui ont fait des sorties récemment, dont la Ligue fait partie. Il y a la coalition Solidarité Santé, il y a aussi la coalition en riposte au plan du B, qui, pour le moment, conteste avec vigueur le manque de démocratie autour de ne serait-ce que la consultation autour du projet de loi 15, mais qui élargit aussi sa réflexion sur ce dont on parlait tantôt, là, puis qu'on a rappelé à plusieurs reprises. Il y a tout un puzzle qui est en train de se mettre en place et il n'y a pas comme un espace et on n'a pas les moyens sinon que d'essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en va, mais on ne nous présente pas un plan complet de la situation. Il faut décoder, un peu comme Lucie le fait, ne serait-ce que pour expliquer le règlement là, qui ouvre une brèche là, dans l'assurance duplicative et tous les impacts que ça va avoir au niveau d'une accessibilité complètement discriminatoire aux services de santé. Alors oui, il y a beaucoup à faire pour qu'on se parle, pour qu'on réagisse collectivement à cette réforme-là. Mais c'est compliqué parce que ce que les gens entendent, c'est ben, c'est pas grave, même si c'est privatisé, ou c'est pas grave, même si c'est comme ça ne coûte rien, tu sais, c'est gratuit. Alors les gens se disent, ben, je vais avoir accès. Bon, alors que si on veut vraiment avancer dans la réalisation du droit à la santé, c'est des questions beaucoup plus complexes qu'il faut qu'on se pose. Il faut qu'on ait les moyens de le faire. Le début de ça, je pense que c'est de la concertation. Ça prend de la concertation avec les groupes qui s'intéressent à cette question-là, mais sous l'angle du droit à la santé. En fait, c'est un peu la mission, si je peux dire, que le comité s'est donné au niveau de ce dossier-là, sur le droit à la santé. J'ajouterais peut-être un petit truc, ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on travaille comme des bons étudiantes pour finalement produire ce fascicule là, qui a le droit à la santé nous échappe, qui a précédé le plan et le projet de loi 15. Il y a quelque chose qui tout au long nous habitait, je dirais, nous habitait respectueusement. C'est-à-dire que
il faut respecter le sentiment d'insécurité de chacun, qui, à mon avis, n'est pas du tout respecté par le gouvernement, mais certainement mobilisé par le gouvernement, qui est de jouer sur le délai, l'urgence, la disponibilité d'un soin qui est présenté comme iconique. Alors, la chirurgie, la chimiothérapie, la visite chez le spécialiste, etc. C'est très particulier. À mon avis, on pourrait même remettre la posture politique en question sur le plan éthique, de jouer sur la peur des gens. C'est tout à fait légitime quand on n'est pas bien d'avoir peur de ne pas être traité, d'autant qu'on entend toutes ces histoires tristes continuellement dans les médias. C'est un gros obstacle dans les stratégies, je dirais, d'éducation populaire, mobilisation en matière de droit à la santé, parce que moi, je respecte la réaction émotive de quelqu'un qui dirait, ben oui, mais ils nous promettent plus de soins plus rapidement ou de manière un peu moins kafkaesque. Il faut respecter ça. Je pense qu'il ne s'agit pas de dénigrer ou de snobber ou je ne sais pas quoi, ce réflexe tout à fait légitime, mais il faut l'interpeller. Et c'est la force, je pense, de dire il y a le droit de la santé, il y a les soins de la santé, mais le droit à la santé, c'est un droit qui est beaucoup plus généreux, qui ne s'occupe pas, qui ne concerne pas que les malades et qui ne concerne pas que le droit de la santé. Les interfaces santé-logement, santé-travail, santé-environnement, Nicole parlait de la fonderie Horn, c'est la force du droit à la santé. Donc, il faut être conscient de la vibration émotive qui est dans l'air qu'on respire, là, pas l'air avec l'accent grave. Et il ne s'agit pas de la combattre, mais de faire avec. Mais c'est une présence immense et à la limite qui devient un peu... quand on a peur, on a peur, quoi. On entend moins, on est moins disposé à voir les choses autrement parce qu'on a peur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui était tout le temps, qui revenait tout le temps dans les étapes des travaux qu'on a menés. Sur la justiciabilité et les tribunaux, etc. Moi, je commence, mais c'est une hypothèse, puis avec un tout petit H, je commence à penser qu'on va retourner à nos vieux classiques. Et le vieux classique, c'est la discrimination. Parce que je suis convaincue que si on est placé devant le fait accompli, maintenant qu'on comprend mieux que ce n'était le cas il y a peut-être, je ne sais pas, 25 ou 30 ans, la discrimination systémique. Je pense qu'on est en train de se créer des situations de discrimination systémique importantes. Parce que pauvreté et privatisation, exemple, ce n'est pas un couple tellement heureux habituellement dans une société. Et donc, peut-être que, alors qu'on hurle à la lune depuis si longtemps pour que le droit à la santé soit explicitement reconnu dans la charte, je ne dis pas que ce n'est pas encore opportun, loin de là, mais peut-être qu'on va revenir à la base la plus évidente finalement, qui est l'enjeu des discriminations par impact. Là, ce serait par impact de privatisation ou par impact de technologisation ou de technocratisation, parce qu'il n'y a plus qu'une parole dans ce système, et c'est la parole experte au sens large. Donc, peut-être que, encore une fois, on va se heurter. Quand les affaires sont simples sur le plan juridique, ils deviennent complexes sur le plan de l'accès à la justice. Parce que le système nous invite à se plaindre dans une relation de proximité en mobilisant nos émotions. Hein? Je n'ai pas été traité poliment, je n'ai pas été traité correctement, on ne m'a pas bien expliqué, informé. Tout ceci est légitime.
mais mobilise et est destiné à mobiliser ce que j'appelle une justice parallèle. C'est la justice des petites gens. Les petites gens ne sont pas supposés déranger les juges. Alors ça, c'est pour les corporations, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Nous, on n'est pas sérieux. On nous offre des personnages à notre mesure, comme le sympathique usager de l'établissement, ombudsman, défenseur, ou je ne sais pas comment il s'appelle, de l'établissement. Alors, il y a une relation de classe à la justice qui s'installe dans les appareils que sont ceux de la santé et de l'éducation. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a traité un peu on the side et qu'il va falloir examiner de plus près parce que les tribunaux de droit commun ne sont pas eux-mêmes responsables de l'effet de mobilisation hors l'appareil judiciaire au sens strict, induit par ces nouvelles mécaniques technocratiques qui veulent tout régler comme un problème de produit Amazon qui n'est pas arrivé sur mon balcon assez rapidement. Ouais, ben, merci pour vos réponses très intéressantes. Puis, ben, je pense que, Lucie, tu viens beaucoup d'aborder la question, mais je vais la poser au cas où il y aurait d'autres commentaires. Mais en fait, c'est Guillaume Rivard. Diriez-vous qu'on entre enfin dans l'ère post-Shaoli 2005, après des années de tergiversation sur la place du privé dans le système québécois? Je pense que vous venez d'en parler à travers les effets obliques. Ouais, c'est une question un peu experte, mais c'est une bonne question. Alors, on était bien froissés par la décision Shaoli, mais Shaoli, je dirais que la réaction gouvernementale post-Shaoli, on croyait avoir été rassurés et on croyait que malgré le dispositif dans Shaoli, on avait endigué le risque d'accélération de la privatisation en endiguant la possibilité d'assurance duplicative. Et le mois dernier, on était même heureux que la Cour suprême ait choisi de ne pas entendre Canby. On disait, ah, ça, c'est chouette. Bon. Et voilà que et ça, c'est vraiment une autre leçon démocratique, et c'est la force de ce gouvernement, à mon grand dame, nous arrive par la porte en arrière un petit règlement, il est vraiment petit, une page et demie, mais qui fait pire que la décision de la Cour suprême dans Shaoli. Leçon pour les militants, militantes des droits humains, parce que je ne pense pas que même les plus avisés d'entre nous, je m'exclus, mais que les plus avisés d'entre nous auraient même pu anticiper un Shaoli plus par voie de règlement. Et pourtant, c'est ça qui arrive. Et on avait bien senti dans Shaoli que c'était les assureurs privés qui trépignaient à la porte. Et voilà qu'ils sont parfaitement validés dans leur aspiration à prendre une part de marché par un simple règlement. Donc, et de ce point de vue-là, le projet de loi 15 est une espèce de diversion, parce que comme la question était posée tantôt, 15 ne joue pas sur la privatisation, ni sur la panier de services, ni sur la définition des soins médicaux nécessaires ou services assurés. 15 brasse de la structure, mais brasse de la structure, comme le disait Nicole, dans un contexte. Donc, c'est un peu un leurre de hurler à la lune seulement contre ou pour ou contre le projet 15, ceci dit respectueusement pour les préoccupations syndicales qui ont bien raison d'être préoccupées, mais tu sais, c'est leur truc, quoi. Mais ce n'est pas 15 le problème, c'est l'ensemble de l'œuvre, ce que Nicole appelle le puzzle. Mais on n'est pas sûr d'avoir trouvé toutes les pièces dans la boîte. Et ça, c'est le bulldozer technocratique et néolibéral qui fait qu'on est toujours en train de chercher le dernier morceau de la bordure du casse-tête qui nous manque. Mais je pense qu'il ne nous manque pas. Et c'est assez drôle parce que comme on travaille là-dessus depuis 2 ans et demi, c'est comme si on avait choisi un point de départ qui était très opportun, mais on ne le savait pas parce que ça s'est mis à débouler à partir du moment où le comité santé s'est mis à travailler.
Et là, je pense qu'on les a, toutes les pièces du casse-tête, et qu'on a aussi une meilleure compréhension de ce que j'appelle l'effet bulldozer du parlementarisme contemporain. C'est comme, achalez-nous pas, nous, on est des experts, on consulte les experts, et croyez-nous, c'est pour votre bien. Bien, ça tombe mal, on ne les croit pas. Donc, Christine, il est 13 heures. On a fait pas mal le tour des questions. Certains ont écrit des commentaires plutôt que des questions. Donc, j'invite les gens à communiquer ensemble dans le chat. Puis, je te laisse conclure, Christine. Merci, merci Valérie, merci à toutes les personnes présentes, merci bien sûr à Nicole et à Lucie. C'était vraiment très instructif. Je trouve que sur le plan du calendrier, c'est un bon moment parce que là, ça nous rend tous, je veux dire, très à l'affût de ce qui va se passer au courant des prochaines semaines. Lucie, tu parlais du régime, de l'effet du parlementarisme. Je me disais qu'en terminant un point qui est important de rappeler, c'est que finalement, comme tu le disais, le droit à la santé n'est pas encore protégé de façon explicite dans notre charte québécoise, mais il n'en demeure pas moins que sur la question des autres droits qui sont reconnus dans la charte, il n'y a pas seulement que les tribunaux judiciaires qui peuvent se saisir de ces droits-là. Là, tu parlais de l'impact de ce règlement. On voit à quel point le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, ce sont les trois pouvoirs de l'État. Ils sont tous, en principe, responsables de mettre en œuvre les droits protégés dans le pacte et protégés dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise. Donc, la réflexion qu'on a eue aujourd'hui nous amène beaucoup sur le terrain aussi de l'imputabilité, de la transparence. Comment est-ce qu'on peut demander des comptes? Comment est-ce qu'on peut demander en amont, quand vient le temps de préparer des lois, des règlements, de s'assurer que les composantes des droits sont mises en œuvre dans les documents qui sont produits par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Bref, un vaste chantier, bien sûr. En tout cas, merci. Merci à la Ligue des droits d'avoir contribué à la réalisation de ce webinaire. C'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on pourrait peut-être déjà, j'ouvre la porte à un webinaire numéro 2 pour essayer de suivre un peu le déroulement de ce qui va se passer là, dans la vraie vie pour être capable de faire le suivi en temps réel. Alors, je vous remercie encore et merci à tous les participants. À la prochaine.